Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Mais tout d'abord, les titres. Ce mardi est jour de rentrée politique ici aux États-Unis. Les républicains qui prennent le contrôle de la Chambre des représentants promettent d'en découdre avec le président Joe Biden. Mais ils devraient aussi surmonter leurs dissensions s'agissant de l'élection de leur chef. Et ce drame au Burkina Faso où des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué 28 personnes la veille du Nouvel An à Nouna, dans le nord-ouest. Ils étaient des milliers ce mardi au Brésil, dont le président Lula da Silva a rendre un ultime hommage à Edson Arantes do Nascimento. Le roi du football, Pelé, rejoint ce soir sa dernière demeure. Ici, aux États-Unis, le nouveau Congrès issu des élections des mi-mandats de novembre sera officiellement installé ce mardi. Tous les yeux sont rivés sur la Chambre des représentants où les républicains, qui sont désormais majoritaires, doivent s'entendre sur le choix d'un leader. Dili Diko nous rejoint pour plus de précisions sur ce sujet. Bonsoir Dili. Bonsoir John. Et oui, c'est la rentrée au Congrès. C'est un Congrès divisé avec un Sénat contrôlé par les démocrates et une Chambre des représentants dirigée par les républicains qui s'installent aujourd'hui au Capitole. Cela présage de tensions et d'accrochages entre les deux partis dans les mois à venir, dans un contexte de pré-campagne, 2 ans avant les présidentielles de 2024. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage. Le Parti conservateur des Républicains va prendre le contrôle de la Chambre basse, mais devra gérer jusqu'à la dernière minute ses divergences. Le Californien Kevin McCarthy, qui était chef de la minorité républicaine lors de la précédente législature, essaie de convaincre son parti de lui accorder sa confiance afin de pouvoir remplacer la démocrate Nancy Pelosi en tant que président de la Chambre des représentants, le 3e personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président. Kevin McCarthy, qui brigue le poste, n'a pas le luxe de perdre plus de 4 votes au sein de son parti. Fin décembre, il s'est farouchement opposé à l'adoption de la loi sur les dépenses publiques de 1 700 milliards de dollars pour financer le gouvernement. Ce projet de loi est une monstruosité. C'est l'un des actes les plus honteux que j'ai jamais vus dans cet organe. Le processus d'affectation des crédits tourne le dos aux Américains. Il n'y a pas de meilleur exemple pour montrer le grand échec d'un Congrès ayant 2 chambres avec à leur tête le même parti. Du côté du Sénat, Chuck Schumer devrait à nouveau prendre la tête de la Chambre haute du Congrès, puisque les démocrates ont réussi à conserver leur courte majorité en remportant même un siège de plus. Suite au vote de la loi sur les dépenses publiques, il a tenu un discours à l'opposé de celui du républicain Kevin McCarthy. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de compromis. Mais nous avons financé le gouvernement avec un investissement agressif pour les familles américaines, les travailleurs américains et la défense nationale américaine. Ce 118e Congrès des États-Unis s'installe au moment où le président Joe Biden devrait très prochainement dire s'il va se présenter ou pas à la présidentielle de 2024, alors que son prédécesseur Donald Trump a annoncé qu'il allait se lancer dans la course. En attendant, Biden a appelé le Congrès à travailler avec lui de façon bipartisane. Signalons que ce vote se déroule en ce moment même au Congrès. Dili, quels sont les principaux dossiers dans l'agenda de ce Congrès, justement? Parmi les grands dossiers qui attendent les nouveaux élus et les sénateurs figurent les questions de défense, la sécurité à la frontière, les lois électorales. Les démocrates vont mettre l'accent sur l'aide continue à l'Ukraine. Pour les républicains, ils vont essayer de prendre la main dans tout ce qui concerne les différents contrôles liés à la Maison-Blanche, au Covid-19, à l'immigration et à la frontière sud des États-Unis. Ils promettent également d'ouvrir de nombreuses investigations sur la gestion par Joe Biden de la pandémie ou le retrait américain d'Afghanistan. Et pour éviter le blocage de son agenda au Congrès, le président Joe Biden a lancé une offensive de charme en direction de certains républicains modérés. Et l'autre question, Dili, qu'on se pose, c'est celle de savoir quel est le profil justement de ce Congrès.
John, avec les républicains et les démocrates qui se partagent désormais le pouvoir au Congrès, les nouveaux membres élus lors des midterms, donc de novembre, les élections de mi-mandat, se réunissent en ce moment afin de prêter serment pour 2 ans. 84 nouveaux membres ont été élus au 118e congrès, 7 sénateurs et 77 représentants. Ce nouveau congrès aura plus de vétérans que le précédent, mais les chiffres restent bas avec 18% de plus à la Chambre des représentants. Pas de changement du côté du Sénat. Les femmes représentent plus d'un quart, soit 28% des membres du 118e congrès, le pourcentage le plus élevé de l'histoire des États-Unis. Au Congrès, les femmes représentent 41% des élus démocrates et 16% des élus républicains seulement. Et cette année, un nombre record de femmes hispaniques occuperont un poste d'élu au Congrès. Voilà donc, merci Dili pour toutes ces précisions et à très bientôt. Merci John, à très bientôt. Alors, on ne quitte pas cette actualité pour l'analyser. Parlant donc de cette rentrée politique ici aux États-Unis, on va accueillir tout de suite Calvin Dark. Calvin Dark, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans la nouvelle configuration de ce congrès, les républicains ont donc pris le contrôle de la Chambre. À quoi faut-il s'attendre selon vous? En fait, c'est l'obstruction, les obstacles. Parce que ce qui se passe si Kevin McCarthy, s'il gagne comme président de la Chambre, Speaker of the House, il va être un speaker très faible parce qu'il a fait beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements avec les membres de son parti de l'extrême droite. Et ça va être très difficile de vraiment faire quelque chose dans la Chambre, surtout travailler avec les démocrates. Ça va être difficile, presque impossible. Alors, justement, les résultats des élections de mi-mandat ont démontré que Donald Trump n'avait plus l'influence qu'il avait sur les électeurs républicains et même dans le parti. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce qui explique aussi d'ailleurs cette division dont on observe au sein des représentants au niveau de la Chambre? Oui, les élections de mi-mandat de 2022, Trump pensait que c'était son opportunité d'être faiseur du roi. Mais ce n'était pas le cas. Parce qu'en fait, il y a plusieurs exemples importants, comme en Géorgie, Pennsylvanie, en Arizona, où l'influence de Trump a aidé les démocrates de gagner contre les candidats républicains personnellement choisis par Trump. Mais il faut savoir que Trump, il a toujours cette base de soutien très forte au sein du Parti républicain et aussi il y a des membres influents du parti au Congrès qui sont très fidèles à Trump. Et ce qui va se passer, c'est parce que Trump est candidat pour 2024, il va pousser les républicains dans la Chambre pour son agenda, c'est de stopper tout l'agenda de Biden. Ça va aider Trump comme candidat, mais c'est pas bon pour le peuple américain. Alors, vous parlez de Biden. De l'autre côté, donc, les démocrates ont perdu la Chambre, mais maintiennent quand même un avantage au Sénat. Comment voyez-vous cette nouvelle cohabitation et notamment la perspective des élections de 2024? Vous en parliez déjà tout à l'heure. Oui. Seule chose que je sais à 100%, c'est que l'agenda des républicains sur la criminalité, l'économie, l'immigration, ils ne vont pas avoir des projets de loi qui peuvent avoir l'approbation du Sénat ni la Maison-Blanche Biden. La seule chose spécifique de leur campagne qu'ils vont faire, c'est les enquêtes sur l'administration Biden, sa famille et les autres choses comme le retrait d'Afghanistan. Mais je crois que ça va aider les démocrates en 2024 parce que quand les électeurs voient que la seule chose que les républicains ont fait pendant 2 ans, c'est de faire des enquêtes, de chasser les rumeurs sur Biden sur l'Internet, ça va aider le candidat. On ne sait pas exactement qui va être le candidat démocrate en 2024, mais ça va sûrement aider leur campagne contre les républicains. Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication, merci pour votre disponibilité. Vous nous répondiez de Rabat au Maroc. Merci.
Autre actualité sur le continent en Afrique, au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué 28 personnes à Nouna, dans le nord-ouest, la veille du Nouvel An. Le gouvernement affirme qu'une enquête est ouverte et appelle au calme. Un communiqué du procureur de Nouna, Armel Sama, précise que la plupart des victimes, toutes de sexe masculin, ont été tuées par balle. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce, lui, des exactions commises par des volontaires pour la défense de la patrie contre la communauté Peul de Nouna. Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou son président, le docteur Daouda Diallo. 11h, des civils armés, communément appelés volontaires pour la défense de la patrie, ont encerclé à Nouna 2 grands secteurs, le secteur 4 et 6, et également ils ont commencé à enlever uniquement les hommes qui appartiennent à la communauté Peul et à les exécuter froidement aussi eux au but de tous. Qu'est-ce qu'on a reproché à ces personnes qui ont été tuées? Dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre, vers 2h du matin, le quartier général des Dozo et VDP a subi une attaque terroriste. Il y a eu des échanges et après les terroristes ont replié. C'est en guise de représailles ou de vengeance que les VDP ont décidé de punir toute la communauté Peul, estimant que certains terroristes appartiendraient à cette communauté, qui est également une communauté victime. Le gouvernement dit avoir ouvert une enquête. On a vu ce communiqué du procureur du Faso qui ne pointe pas du doigt les personnes mises en cause, comme vous les citez, les volontaires pour la défense de la patrie. Vous êtes sûr que c'est des VDP? Oui, les victimes ont identifié clairement leurs bourreaux. Et deuxièmement, le chef d'Ozo, Karambiri, il a reconnu les faits, que ce sont ces éléments qui sont impliqués dans le massacre, quand il a été approché par les leaders communautaires et également pour discuter des questions de l'enterrement et du sort des rescapés. Le gouvernement a lancé ce vaste programme de recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative du gouvernement, CVDP? La volonté de bien faire en impliquant les populations à assurer leur propre sécurité au niveau local, dans le principe, ce n'est pas mauvais. Mais la mesure doit être bien encadrée pour que certains bandits ou des gens de mauvaise foi ne profitent pas de cette opportunité qu'offre le gouvernement pour se régler les comptes ou pour s'adonner à du banditisme ou à des pillages. Si on est d'accord que le terrorisme n'a pas d'ethnie, on peut réussir. Mais si on laisse ces civils armés, qui sont des éléments indélicats, qui font ce qu'ils veulent, ils vont pervertir la mesure et détruire le tissu social. Les avocats du journaliste sénégalais Pape Alé Niang sonnent l'alerte sur son état de santé. Selon eux, il est extrêmement éprouvé par sa grève de la faim. Le journaliste sénégalais a été renvoyé en détention depuis 2 semaines pour des informations de nature à nuire à la défense nationale, à en croire la justice. L'état de santé du journaliste est devenu préoccupant depuis 5 jours après son refus de suivre le traitement des médecins à l'hôpital principal de Dakar, où il avait été évacué le 24 décembre, a indiqué dans un communiqué publié dimanche la coordination des associations de presse, une confédération syndicale. Pape Alé Niang affirme faire l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable de la part du pouvoir sénégalais qui a décidé, selon lui, de le faire taire à tout prix. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé mardi la levée de l'interdiction des meetings politiques qui frappaient l'opposition depuis 2016, un geste considéré comme un nouveau signe d'ouverture du pouvoir. Lors d'une réunion avec les chefs des partis politiques au palais présidentiel, dans la capitale économique Dar es Salaam, la chef de l'État au pouvoir depuis avril 2021
a annoncé que l'interdiction des rassemblements politiques est désormais levée. Vous êtes tous libres de critiquer le gouvernement, a-t-elle assuré aux dirigeants des formations politiques. D'autres réformes juridiques sont à venir pour garantir que les droits de tous les partis sont respectés, a-t-elle également promis. Le président américain Joe Biden a, lui, félicité Benjamin Netanyahou, qui est redevenu Premier ministre en Israël. Le chef de l'exécutif américain a aussi réitéré la position de Washington en faveur d'une solution à 2 États pour une résolution du conflit israélo-palestinien. Quelle relation entre le nouveau gouvernement israélien et l'administration américaine? Suivons la réponse du Dr Eli Carmon, chercheur à l'Institut international pour la lutte contre le terrorisme de l'université Reichman en Israël. Il est interrogé par Abdurrahman Dia. Personnellement, et pas seulement moi, beaucoup d'experts sont inquiets parce qu'il faut dire que c'est un gouvernement de Netanyahou, mais cette fois, ses alliés dans le gouvernement sont des 2 partis d'extrême droite. Et donc l'agenda de ces 2 partis qui ont fait pression sur le Premier ministre pour accepter leurs demandes, ce sont des demandes extrémistes et peuvent mettre en danger la sécurité interne d'un côté, mais aussi la sécurité extérieure du pays, surtout dans une période où il y a la menace iranienne très très proche et où il y a aussi en Syrie le fait qu'il y a si vous voulez, une alliance Russie-Iran et la guerre en Ukraine. Si une partie de leur agenda était mise en œuvre, à mon avis, il y aura beaucoup plus de terrorisme. Il y a peut-être une 3e intifada beaucoup plus violente que la 2e, et donc un conflit qui mettra le pays en danger. Mais aussi, cela influe sur les relations internationales du pays, d'abord avec l'administration Biden aux États-Unis, mais aussi avec l'Europe et d'autres pays du monde. Justement, le président Biden a félicité Benjamin Netanyahou, mais a réitéré la position de principe des États-Unis qui consiste à pousser pour une solution des 2 États. Vous pensez que les relations entre l'administration Biden et le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou pourraient arriver à un compromis sur la question palestinienne? Je crois pas. Il y a déjà un compromis du fait qu'il n'y a pas d'avancement dans la négociation avec l'autorité palestinienne. Mais si le nouveau gouvernement prend des mesures, ou même s'il y a des provocations par certains éléments d'extrême droite, surtout à Jérusalem ou en Cisjordanie, ça peut provoquer une crise avec l'administration Biden. Et on en vient à cet ultime et dernier hommage rendu au roi du football ce mardi. Fans du ballon rond et de Pelé, dirigeants et personnalités politiques ont accompagné la star mondiale à sa dernière demeure à Santos, au Brésil. Décédé jeudi dernier à 82 ans, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, repose désormais non loin du stade où il a bâti sa légende. Yacouba Ouedraogo. Aligné, comme d'habitude, devant le stade Villa Belmiro, celui du Santos FC, ou du moins de Pelé, comme pour voir un match de foot. Mais au rond central, ce n'est pas un ballon, mais Pelé, ou le roi de ce sport, couché à jamais. Plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de Pelé en 24 heures, selon le club de Santos, où le footballeur a bâti sa légende. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres dirigeants du football, ainsi que des milliers de fans de Pelé. Cela fait 2h30 que je suis ici, mais cela vaut la peine de rendre hommage à notre roi, car après lui, il n'y aura personne d'autre. C'est le meilleur, le plus grand du monde. Je suis un fan de Palmeiras, mais je suis venu pour voir le roi. Edson est parti, mais Pelé vivra pour toujours dans le cœur de chacun, peu importe le club ou la passion. Pelé est éternel pour tous. Éternel aussi pour le président brésilien Lula da Silva, venu spécialement à Santos depuis Brasilia pour se recueillir devant la dépouille de Pelé. Le monde doit beaucoup à Pelé, s'est fendu le président, pour qui le roi a toujours su être le meilleur et le plus humble.
C'est pourquoi je pense que le monde doit beaucoup appeler, en particulier la dignité d'un homme qui est né pauvre, noir, dans un pays où les préjugés sont très présents, et Pelé ne s'est jamais soucié de cela. Il a toujours su être Pelé, le meilleur et le plus humble. Le cercueil a été emporté en dehors du stade et ensuite hissé sur le haut d'un camion de pompiers, puis recouvert de 2 drapeaux, celui du Brésil et celui du Santos FC. Il a été accompagné par des milliers de fans sous les applaudissements. Sa destination finale, un mausolée au sein du plus grand cimetière vertical au monde, un immeuble de 14 étages avec vue sur le stade du Santos FC, club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974. Et puis, les États-Unis et la Corée du Sud préparent une réponse coordonnée et concrète à une série d'options, y compris une utilisation de l'arme nucléaire par la Corée du Nord. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il a toutefois précisé que ces préparatifs n'incluraient pas des exercices nucléaires conjoints, puisque la Corée du Sud n'est pas dotée de l'arme atomique. Ces mises au point en provenance de Washington et Séoul répondent à de nouvelles déclarations du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a appelé dimanche à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous irons en Afrique du Sud, à Cape Town notamment, et ce sera pour parler de crème glacée aux saveurs africaines. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En tant que crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité. Et c'est sur VOA Afrique que vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme donc de VOA Afrique. Originaire du Zimbabwe, Tapiwa Gusha propose aux habitants de Cape Town de nouvelles expériences avec sa crème glacée aux saveurs africaines. Il espère conquérir le marché déjà dominé par les saveurs importées. C'est un récit de Blanche Sanou. Le chef Tapiwa Gusha s'active dans la cuisine. Au menu, il propose désormais des glaces aux saveurs africaines dans son café du Cap. Le chef de 36 ans dit qu'il veut éduquer les habitants et les visiteurs sur les saveurs du continent et corriger le récit selon lequel les choses fabriquées en Afrique sont de second ordre et ne sont pas aussi savoureuses. J'ai commencé à aborder ce problème que je voyais dans le monde où, en tant qu'Africains, nous ne nous valorisons pas et par conséquent, nous n'apprécions pas nos propres aliments autant que nous le devrions. Situé dans la banlieue de Cape Town, le café Tapi Tapi propose des combinaisons de saveurs de crème glacée, d'aliments d'origine locale comme la citrouille, le maïs soufflé, les cacahuètes ou la patate douce. Chaque saveur qu'il conçoit cache une histoire particulière. Aujourd'hui, nous avons fait quelques saveurs différentes. La première est la citrouille et le beurre de cacahuète, et celle-ci est inspirée d'un plat appelé nopi au Zimbabwe. Et c'est exactement ça, c'est de la purée de citrouille avec du beurre de cacahuète. J'ai aussi fait du rooibos et de la confiture de patates douces et une combinaison à base de l'argile du Zimbabwe. À la fin, vous obtenez une belle texture et une saveur terreuse, caramélisée et fondante. Le chef reçoit des ingrédients d'autres pays du continent africain au bonheur des visiteurs. Des clients comme Clive Sibanda ont déclaré avoir trouvé les saveurs surprenantes et réconfortantes.
En grandissant, nous savions que la crème glacée pouvait être de la vanille, quelque chose qui n'est pas d'ici. Maintenant, si vous mangez quelque chose comme du samp, c'est quelque chose avec lequel vous avez grandi et ça vous connecte avec votre enfance. Et ça m'a l'air bon tout ça. La diversité de l'Amérique en tant que nation se reflète aussi dans sa musique. Afin de célébrer cet héritage, le Smithsonian Museum of American History a récemment honoré 4 artistes qui représentent le vaste paysage sonore américain. C'est un reportage signé Maxime Moskalkov et rendu par Nanit Talani. 4 musiciens légendaires, le couple Gloria et Emilio Estefan, ainsi que Suzanne Tedeschi et Dave Grohl, ont récemment reçu la médaille du bicentenaire James Smithson, la plus haute distinction de la Smithsonian Institution. Le prix a été créé en 1965 pour honorer ceux qui ont apporté des contributions remarquables à leur domaine. Les anciens récipiendaires incluent le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, le créateur de mode Ralph Lauren, le réalisateur Steven Spielberg et le musicien théoricien Stephen Hawking. Nous rendons hommage aux artistes qui ont fait une telle différence dans leur art, mais qui ont également redonné à leur communauté et nous ont aidés à définir ce que signifie d'être américain. La chanteuse américaine d'origine cubaine, Gloria Estefan, se produit depuis plus de 4 décennies. Elle a reçu 7 Grammy Awards ainsi que la médaille présidentielle de la liberté au cours de sa carrière. Elle et son mari Emilio sont tous deux crédités de l'expansion de la popularité de la musique latine aux États-Unis. C'était notre seul objectif, faire de la musique que les gens apprécieraient. Et puis, au fur et à mesure que nous avons grandi et que nous avons écrit de la musique et l'avons enregistrée et qu'elle a commencé à sortir, nous avons eu comme objectif de partager cette musique avec autant de personnes que possible à travers le monde. La musique n'a pas de langue, c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous devez faire de mieux. Et l'essentiel pour moi et Gloria, c'est d'être vrai et d'être aimé comme nous sommes. La chanteuse et guitariste américaine Suzanne Tedeschi, autre récipiendaire de la médaille et nominée à plusieurs reprises aux Grammy Awards, est devenue célèbre grâce à ses tubes de blues. Grâce à la musique, nous pouvons guérir. Nous pouvons nous guérir mutuellement. Nous pouvons traverser ces moments difficiles. Ainsi, à travers notre musique, nous essayons d'apporter de l'espoir, de la guérison et de la diversité, ainsi que de l'unité. Dave Grohl est un autre récipiendaire de la médaille du bicentenaire Smithson. Il est le fondateur et chanteur principal du groupe de rock Foo Fighters. C'est aussi un ancien batteur du groupe de rock Nirvana. Je suis originaire de la région de DC. Donc, ce prix a beaucoup plus de poids que certains autres. Ayant grandi ici et passé tant de temps au Smithsonian au fil des ans, nous avons dû grandir ici et découvrir tant de culture et tant d'art. La cérémonie a eu lieu avant l'ouverture d'une nouvelle aile du musée d'histoire américaine qui montre comment l'histoire des États-Unis a été racontée à travers la culture pop. Et si vous le pouvez, écouter un peu de musique ce soir. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en